J'accueille maintenant et j'ai le plaisir d'accueillir Nikos Paragios. Excusez-nous, Nikos, pour le retard, mais on voulait laisser un petit peu des questions pour tout le monde. On vous a demandé d'intervenir aujourd'hui sur comprendre les méthodes statistiques utilisées en radiomix et cancer. Vous êtes professeur de mathématiques à l'Université Paris-Saclay et PDG de Therapanacea. Donc, je pense qu'on va avoir un exposé pratico-pratique et théorique à la fois. Okay, parfait. Vous m'entendez bien là, au niveau des Oui. sons? Ok, je vais essayer de partager mon écran en fait. Donc, comme Sylvie a dit, je suis professeur à Centrale Supélec à l'Université Paris-Saclay et aussi je suis PDG de Therapanacea et également affilié avec Gustave aussi et je suis financé par l'IRC, le European Research Council. Donc, les slides sont en anglais, mais a priori, je ferai l'exposé en français et si j'ai bien compris, j'ai 20 minutes pour l'exposer. Donc, d'abord, les disclosures, donc, comme Sylvie a dit, donc Therapanacea, Tedron et après des consulting fees avec des boîtes de pharma ou des imageurs comme General Electric ou Biogen. D'abord, avant de commencer en fait, à parler des méthodes statistiques, comment on évalue l'IA, il faut définir en fait qu'est-ce qu'on parle de la terme intelligence artificielle. Aujourd'hui, si on regarde dans le domaine des médicales, en fait, il y a 3 définitions possibles. La première définition qui est la plus standard, en fait, elle est plus simple, c'est de dire que d'une façon directe, on maîtrise l'art des décisions de l'homme et en fait, on fait un programme qui, quelque part, va redéfinir l'art des décisions avec un programme informatique qui fera exactement la même chose. Donc, ça marche très bien. C'est ce qu'on appelle de l'IA symbolique, en fait. C'est des méthodes qui, a priori, ne nécessitent pas énormément de données. C'est des méthodes qui utilisent un petit peu la logique. Mais le problème, c'est pour des tâches complexes, souvent, on n'a pas en fait les mécanismes de décision de l'homme et il y a beaucoup de décisions où l'homme n'est pas capable de la faire. Donc, l'impact de ces méthodes aujourd'hui est très limité. La deuxième définition de l'IA, en fait, c'est ce qui était évoqué auparavant par l'excellent exposé de mon collègue radiologue, en fait, où il a expliqué en fait, que l'objectif est différent. Ce n'est pas forcément de comprendre comment l'homme interprète la mammographie, mais c'est plutôt de les produire à la performance de l'homme par rapport à un objectif clair. Donc, sur le cas des mammographies, on a beaucoup de données. Les données sont annotées par des experts et le logiciel, en fait, va essayer de faire les mêmes orientations sans forcément suivre ni la logique, ni l'intuition des radiologues. C'est des approches qui apportent énormément de choses, surtout en fait en ce qui concerne l'automatisation, en ce qui concerne la standardisation des soins, et aussi en ce qui concerne des propositions d'offres de soins qui n'existent pas dans des pays, par exemple, qui sont en voie de développement, où vous n'avez pas l'expertise. Mais par contre, ça ne change pas fondamentalement la façon avec laquelle on traite les patients, parce que quelque part, on va les produire avec une façon au moins équivalente, peut-être plus efficace ou un peu moins efficace, ce que l'homme est déjà capable de faire. La troisième définition, en fait, c'est ce qu'on appelle la définition la plus intéressante pour nous, c'est d'aller au-delà de l'homme. En fait, aujourd'hui, on sait que si vous prenez un mathématicien le plus célèbre du monde et vous lui donnez un tableau de 5 dimensions, en fait, l'homme il est capable de trouver dans ce tableau de façon systémique, automatique, des corrélations entre les variables. C'est-à-dire, en fait, on est très mauvais à interpréter des multitudes de données. Si on regarde une image, en fait, même si c'est une image 3D, par contre, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle du monomodalité. Donc, c'est assez facile pour la radiologue, peut-être, d'être capable d'expliquer cette image. Par contre, si on doit prendre une décision avec des données multiomiques, comme on appelle aujourd'hui, où souvent vous avez à la fois de l'imagerie, mais vous avez aussi l'historique clinique, vous avez aussi peut-être des informations qui viennent des pathologies, ça devient plus important. Donc, l'IA, en fait, là, a un autre objectif, c'est de trouver ce qu'on appelle des corrélations qui ne sont pas visibles à l'œil humain à cause de la dimension de l'information, qui sont capables de générer une relation, idéalement de causalité, entre, en fait, les données du patient et le traitement qu'il a reçu et comment il a répondu. Donc, en fait, c'est une définition qui va vraiment très loin. Et en fait, si on arrive à répondre à ces questions-là, on arrive avec des solutions qui sont vraiment disruptives parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des maladies très, très complexes, on ne maîtrise pas en fait les phénotypes de la maladie parce que la maladie elle-même est décomposée à plusieurs composants, à plusieurs sous-catégories. Donc, c'est ce qui va changer la médecine à terme, c'est la capacité en fait à intégrer l'information et chercher les
les composants les plus pertinents pour expliquer la réponse du patient par rapport au traitement et ensuite faire la même choix thérapeutique pour d'autres patients. Donc, c'est sur ça que je vais essayer de vous montrer des exemples et après, je vais parler comment on va évaluer ces méthodes-là. Après un peu d'historique, ça a été évoqué avant. En fait, l'IA, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis 2012. Même en 2012, il y avait quand même un sursaut grâce à l'article de Jeff Hinton. Si on regarde point de vue méthodologique, aujourd'hui, l'apprentissage profond fait la preuve. L'apprentissage profond existe depuis les années 50. Dès les années 50, il y avait un modèle qu'on appelle aujourd'hui Perceptron, qui est en fait la base d'intelligence artificielle, qui est une sorte de très simple réseau profond. Ce n'était pas très profond parce qu'il y avait une seule couche, mais en fait, ça ressemble beaucoup à l'apprentissage profond qu'on évoque aujourd'hui. Et progressivement, en fait, l'intelligence artificielle a passé par différentes phases. Aux années 60, on était persuadé que l'intelligence artificielle symbolique, ça veut dire pas celui qui est guidé par des données, va révolutionner le monde et en fait, on n'a plus besoin de réfléchir. Donc, il y avait des prédictions qui d'ici en 2000, on aura des assistants personnels qui vont être capables de faire aussi bien que l'homme quand on fait un dialogue conversationnel, mais ce n'était pas le cas. Mais ce qui a changé dernièrement, c'est en fait, depuis 2012, comme c'était évoqué par l'excellent exposé précédent, qu'en fait, on a un premier ordinateur qui a quand même réussi à battre l'EOC2, qui est champion de Go, qui est un jeu très, très complexe dans une compétition internationale, qui faisait suite, en fait, de ce qui est passé en 1997, quand Yuri Kasparov était battu par un ordinateur de Deep Blue. Donc, on voit en progression, en fait, et aujourd'hui, on a quand même un nombre d'applications florissantes de l'IA dans tous les domaines qui est assez intéressant. Et la question, c'est pourquoi? En fait, la réponse est très, très simple. On n'est pas devenu plus brillant, on n'a pas de mathématiques ou de solutions de problèmes scientifiques plus complexes. On a trois évolutions majeures par rapport aux années 50. La première, en fait, c'est la puissance de calcul. Donc, aujourd'hui, les coûts de calcul, la puissance de calcul que vous avez à notre disposition est extrêmement important par rapport aux années 80, les années 90, les années 2000 ou même les années 50. En fait, on a ce qu'on appelle une croissance exponentielle et ça nous donne en fait les moyens de faire des calculs extrêmement complexes dans des temps d'intervalles qui sont minimes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aujourd'hui qui est différente par rapport aux années 80, 90 ou le siècle précédent, c'est en fait l'accessibilité aux données. Comme c'était évoqué, en fait, l'IA a pris la main sur les applications standards en vision par ordinateur grâce à un challenge où il y avait en fait pas mal de données. On a passé de challenges qui avaient au départ quelques milliers de cas à quelques centaines de milliers de cas. Donc, en fait, on est capable de faire des apprentissages qui sont très performants parce que vous avez suffisamment de données. La troisième chose qui est très intéressante, en fait, c'est qu'au point de vue mathématique, point de vue technologie, en fait, point de vue d'optimisation, point de vue statistique, tout ce que vous voulez, en fait, on n'a pas vraiment évolué depuis les années 50. On utilise des règles très, très simples. L'optimisation du réseau de neurones aujourd'hui est principalement basée sur ce qu'on appelle une descente des gradients, et en fait, c'est quelque chose qu'on enseigne aux élèves de l'école d'ingénieur en première année de l'école, et ça dépend aussi d'un deuxième principe qui s'appelle le chain rule des dérivés, qui aussi c'est quelque chose de très simple. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution scientifique qui explique cette évolution, cette progression au niveau des performances. Évidemment, ce qui a changé, on est passé de ce qu'on appelle l'intelligence symbolique, qui était le cas jusqu'à les années 80, à ce qu'on appelle l'intelligence guidée par les données. Et en fait, l'apprentissage profond, c'est une des méthodes qui était évoquée auparavant. Donc, l'idée, c'est d'oublier complètement la conception de l'homme. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas vraiment à comprendre comment on va résoudre des problèmes. On ne s'intéresse pas non plus à comprendre comment l'homme fait le job. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un modèle mathématique qui peut être complexe ou moins complexe, qui est capable, en fait, à reproduire la performance de l'homme par rapport à un objectif fixé. Et cet objectif fixé, en fait, est quelque part décrit dans une base de données où on a l'entrée du système et les sorties souhaitables. Donc, c'est ça qu'on appelle evidence-driven. Et il y a deux catégories, en fait. Il y a le machine learning ou l'apprentissage statistique en général, qui est une catégorie qui englobe l'apprentissage profond, qui sont des méthodes qui vont au-delà des méthodes de convolution. Et après, il y a une sous-catégorie qui est l'apprentissage profond, qui est évoqué auparavant, qui aujourd'hui fonctionne bien si vous avez beaucoup de données, mais l'apprentissage statistique, ce n'est pas juste l'apprentissage profond. Donc, il y a d'autres méthodes qui sont intéressantes.
Avant de parler des méthodes d'évaluation et des questions de la donnée qui se posent, je vais vous parler en fait des choses que nous, on travaillé qui sont intéressantes. Le premier travail qu'on a fait, c'est en collaboration avec un groupe qui s'appelle Breast International Group. En fait, c'est une association des chercheurs en fait, qui est financée pour avancer le cancer du sang. Donc là, on avait accès à 3 études internationales. En fait, on avait accès à ALTO, à NeoAlto et une troisième étude qui s'appelle PAMELA. Et en fait, ces études-là, c'était des cancers du sang type négatif où ils étaient traités par immunothérapie. Et ces patients-là, ils avaient un taux de réponse qui n'était pas du tout satisfaisant. Ça veut dire, même si au départ, tout le monde était éligible, on s'est retrouvé en fait avec un taux de réponse qui était autour de 25%, malgré le fait que la biopsie a démontré qu'a priori, tout le monde aurait dû répondre. Donc, le travail qu'on a effectué en collaboration avec ces sites cliniques, c'est d'essayer de prédire, en fait, essayer de trouver des formations qui existent dans les coupes histologiques qui peut nous permettre en fait d'associer une probabilité par rapport à la réponse au traitement d'immunothérapie en différentes molécules qui étaient composées au Marseille. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place un réseau de neurones assez standard. Donc, je ne vais pas trop expliquer, mais c'est assez similaire de tout ce qui était évoqué auparavant. C'est un réseau de neurones en fait, qu'on appelle avec de l'attention. Ça veut dire, au lieu de juste chercher de donner la réponse, il va essayer aussi d'extraire une carte de probabilité qui montre où l'information est plus pertinente pour répondre à les problèmes posés. L'entrée du réseau, c'était les coupes histologiques, mais comme les coupes histologiques sont très grandes, de très grandes dimensions, on a fait entrer des patchs, ce qu'on appelle des petits carrés de la coupe histologique, mais l'ensemble. Et le sortie du système aurait été 0 ou 1. Ça veut dire 0 si le patient aurait dû répondre ou 1 si le patient n'aurait pas répondu en traitement. Et on a séparé en fait les données en 2 cohortes. Il y avait 2 cohortes en fait, qui étaient utilisées pour l'apprentissage et la validation et la 3e cohorte qui était utilisée pour test. En fait, c'est une cohorte qui était complètement indépendante. Donc, ça vous donne une idée, en fait, ici, ce qu'on montre, c'est la répartition. En fait, comme j'ai dit auparavant, c'est les parties décomposition des échantillons à des patchs. En fait, après, à chaque patch, on a essayé de faire la prédiction. Donc, en fait, ce que je vous montre ici, c'est la performance de l'algorithme par rapport à la capacité à prédire. Notre premier objectif, c'était la capacité de prédire, en fait, s'il y a plus que 5% des tags présents sur l'histologie. Et vous avez les 3 cohortes différents, en fait. Donc, en fait, comme j'ai dit, c'était complètement différent, des sites différents. Donc, comme vous voyez, en fait, après pas mal d'efforts d'optimisation, on se retrouve quand même avec ce qu'on appelle une performance AOC, qui c'est Area Under the Curve, qui était très élevé, en fait, qui était autour de 85%, qui est quand même très, très élevé. Et le balance d'accuracy, ça veut dire, en fait, quand vous regardez le fait qu'il y a une classe qui est plus importante que d'autres, parce que, comme je dis, il y avait beaucoup plus de non-répondeurs et beaucoup moins de répondeurs, était aussi assez élevé parce qu'on était autour de 75%, sachant qu'aujourd'hui, la réponse au traitement, c'est en moyenne 25%. Et vous voyez aussi le nombre d'échantillons. Donc, les validations de cohorte de validation étaient relativement petites. Le compte d'apprentissage était très élevé. Et les 2 cohortes de tests complètement indépendants étaient aussi très importantes. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est en train d'être évalué par Nature Cancer et nous espérons qu'il sera publié bientôt. La deuxième application que je vais parler, pour arriver à la question d'évaluation, c'est des travaux qu'on a fait avec Gustave Roussy, l'Université Paris-Saclay et l'INSERM. Et là, l'objectif, en fait, est différent. Au lieu d'avoir des coupes histologiques, on avait des scanners. C'est des scanners des patients qui étaient traités par une immunothérapie en première ligne. Donc, en fait, l'objectif encore, c'était d'essayer de prédire si oui ou non le patient va répondre ou pas, mais on n'avait qu'accès au scanner. Donc, ce qu'on a adopté comme approche, c'était d'abord de contourer dans les scanners les tumeurs. Donc, en fait, il y a des radiologues et des radiothérapeutes qui ont le temps à passer à contourer les tumeurs. Donc, on avait la masse de la tumeur et ensuite, on a fait extraire à partir de la masse de la tumeur des caractéristiques statistiques de texture, ce qu'on appelle des radiomiques, à la fois à l'intérieur de la tumeur, dans une zone de proximité autour de la tumeur et on reste dans une zone plus longtemps. Et en même temps, on a aussi extrait des caractéristiques au niveau de la géométrie de la tumeur, parce qu'on sait que la géométrie était très, très importante par rapport à l'agressivité.
Donc, une fois qu'on a extrait cette information-là, qui était quand même environ 600 variables, donc ça ne fait pas un petit échantillon, on avait pour cette base de données d'apprentissage les labels des patients répondeurs versus non répondeurs. Donc, on a d'abord essayé de prédire la réponse et en fait, on n'a pas réussi à prédire la réponse parce que la performance n'était pas à la hauteur. Donc, en fait, ce qu'on a changé comme objectif, c'est au lieu d'essayer de prédire la réponse, on a essayé de prédire la réponse de ces 8 cells qui sont présents, qu'on avait parce qu'on avait des rayons secs, et on a fait exactement la même chose. Et donc là, on a trouvé une signature, ce qu'on appelle radiomique de 10 variables, en fait, pour être précis, avec 11, si je me rappelle bien, où cette signature radiomique, elle était capable, avec une précision autour de 70% en moyenne, de prédire le niveau de ces 8 cells qu'on aura comme infiltration et en apprentissage. Et la même performance était 0,67 en moyenne en test sur une cohorte complètement extérieur de Gustave Roussy, parce que c'est au niveau de TCGA qui ont une base de données américaine où on peut avoir des données similaires. Et en fait, on a regardé ensuite, une fois on était capable de prédire le niveau de ces 8 cells, s'il y avait une séparation entre les deux catégories. Et ce que je vous montre ici, c'est en fait la séparation qu'on a pu obtenir qu'à partir de l'imagerie scanner, avec une dizaine de variables par rapport aux deux populations. Ça veut dire les populations où l'algorithme disait en fait qu'il faut aller on va avoir un niveau de CD8 cells très élevé, donc la réponse autrement va être très intéressante. Et la deuxième catégorie qui est en rouge, en fait, qui nous dit qu'effectivement, le niveau de CD8 n'est pas satisfaisant, donc globalement, on ne va pas avoir la réponse qui nous attend. Et encore, ça c'est qui à partir de l'imagerie scanner avec les 8 variables. L'article a été publié à Lancet Oncology, ça fait 3 ans. Donc, ça donne une idée, en fait, de comment ça marche aujourd'hui, l'IA. La différence entre la première méthode que j'évoquais, c'est une méthode par apprentissage profond, donc ça veut dire des réseaux profonds. Et cette approche-là, en fait, c'est une méthode qui est basée sur l'apprentissage statistique, où à la fin, on se trouve avec un mécanisme de décision de très faible dimension, parce que comme j'ai expliqué auparavant, on n'avait que 10 variables. Donc, ça donne une idée, en fait, de la diversité des méthodes qu'on peut espérer. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est en fait comment on évalue cette méthode-là. En fait, d'abord, il faut séparer l'apprentissage statistique conventionnel avec l'apprentissage profond. L'apprentissage statistique, souvent, on déploie des modèles et des méthodes qui ont faible dimension. Ça veut dire qu'on peut avoir quelques dizaines, à la limite centaines de variables. Donc, en fait, ça reste quelque chose de très, très faible dimension. Donc, on peut essayer de voir si entre les variables qu'on a choisies, est-ce qu'il y a un lien de causalité par rapport à les problèmes qu'on est en train de résoudre. Ça, c'est la première chose. Et quand c'est l'apprentissage profond, c'est une autre histoire parce qu'en fait, les modèles eux-mêmes ont une dimension extrêmement importante. On peut parler des millions ou des centaines de millions ou de quelques réseaux extrêmement profonds, des milliards de variables. Ça veut dire que vous n'avez aucune moyenne en fait d'avoir ce qu'on appelle l'explicabilité. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez sur des approches, principalement sur tout ce qui est littérature, tout ce qui est essai clinique, souvent on aborde des tests statistiques qui sont très importants en fait pour définir si une a suffisamment de données. Malheureusement, ces tests statistiques en fait ne s'appliquent pas à l'apprentissage profond. Parce que l'apprentissage profond consiste à intégrer un modèle avec énormément de variables. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez faire ce qu'on appelle du overfitting. Donc, on va se retrouver avec des données, en fait, qui, quoi qu'il arrive, le modèle en apprentissage fera quasiment parfait parce qu'en fait, il est capable d'avoir la réponse exacte, même si à la fin, ce n'est pas du tout un système qui marchera parce qu'il a sous-appris sur les données d'apprentissage. Donc, en fait, il y a trois termes qui sont très importants, mais qu'il faut prendre en considération à l'évaluation. La première chose qui est très importante, c'est en fait, est-ce que le modèle lui-même, quand vous faites de l'apprentissage, il est appris à partir de données standardisées. Encore, si, comme j'ai dit, comme ce sont des modèles de millions de variables, c'est un peu compliqué, en fait, de considérer que le modèle va bien performer ou va bien marcher sur des données qui ne sont pas standardisées. Donc, il y a un vrai besoin d'hétérogénéité. La deuxième objectif qui est très important à prendre en considération quand vous faites l'évaluation des méthodes, c'est est-ce qu'à la fin, on a ce qu'on appelle des corrélations aléatoires. Ça veut dire, en fait, le modèle, il est capable d'apprendre quelque chose qui a l'air corrélé dans la base de données, mais aucun lien de causalité. Ou en fait, à la fin, si on regarde les paramètres du modèle tels qu'ils étaient choisis, on trouve un lien de causalité. Et ça, c'est très facile à faire
dans des modèles de faible dimension et même dans des réseaux profonds. Aujourd'hui, avec le mécanisme d'adhésion, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, vous regardez à l'intérieur du réseau et à partir de ça, vous décidez si oui ou non, en fait, le réseau se focalise ou prend la décision à partir des formations qui est plus pertinente. Le troisième point qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Souvent, la plupart des articles, et là, il y a quand même un écart phénoménal entre un article scientifique et un produit clinique, la plupart des articles sont basés soit sur des données qui sont des données monocentriques, entre guillemets, ou soit sur des données qui n'ont pas suffisamment volumétriques pour couvrir la variabilité clinique qu'on va observer pour répondre à les problèmes. Donc, il y a la question de généralisation qui se pose. Et en fait, si on prend la majorité des articles qui ont été publiés, aucun de ces articles peut donner suffisamment de garanties qu'en fait, une fois qu'on arrive sur une évaluation réelle clinique, avec la variabilité de la maladie, avec la variabilité de l'acquisition, avec la variabilité de l'interprétation, on arrive en fait à avoir quelque chose qui est acceptable du point de vue adoption clinique pour traiter des patients. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, pour résumer, les approches statistiques standards ne fonctionnent pas. Ce qui compte en général, c'est d'avoir une cohorte de validation externe, c'est très important. Et ce qui compte, en fait, c'est de voir l'écart de performance, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage qui est fait pour valider, ça veut dire sur les cohortes de validation, qui fait partie de l'algorithme, et sur la cohorte de test. Ça veut dire, si vous regardez une performance qui est quelque part identique entre la cohorte de validation et la cohorte de test, ça veut dire que vous avez un algorithme qui, en général, il est au niveau de variabilité expert. Et du coup, ça ne sert à rien de rajouter de données parce que vous avez déjà arrivé en fait, à ce que les experts peuvent se mettre d'accord à partir de leur base de données. Et encore là, c'est très important de montrer que ce n'est pas juste des corrélations aléatoires, mais c'est des causalités. Au niveau de l'impact de l'IA, en fait, si on veut, parce que ça revient à la question qui se pose souvent, combien de données il nous faut et en fait, combien on peut travailler ensemble. Tout d'abord, comme c'était dit très bien avant, les radiologues, en fait, ils ne regardent pas que des mamans. Un radiologue spécialisé au sang, si je prends le cas de l'orateur précédent, il est capable d'interpréter les mamans, il est capable d'interpréter les radios, il est capable d'interpréter les scanners et l'IRM. Donc, en fait, si l'IA devrait avoir un impact important, il ne faut pas se focaliser sur son problème. C'est-à-dire, effectivement, c'est très bien d'avoir une solution qui va résoudre les problèmes de mammographie, mais souvent, les diagnostics, ça peut être plus complexe que ça. Ça veut dire, en fait, ce n'est pas juste une information qui est présente dans l'image. On devrait être capable d'intégrer des données cliniques, on devrait être capable d'intégrer l'historique du patient. Donc, en fait, si on veut vraiment avoir un impact maximal au niveau de l'adoption de l'IA en médecine, il faut vraiment regarder les problèmes de façon holistique et en fait essayer de résoudre le problème dans sa globalité. Pas juste une sous-composante de problème qui peut donner une réponse partielle. Le deuxième élément qui est très important, c'est en fait, aujourd'hui, la plupart des approches d'apprentissage de l'IA considèrent en fait que le radiologue ou n'importe quelle expertise médicale n'apporte aucune valeur. En fait, c'est qu'ils sont que des fournisseurs de données. Ça, ce n'est pas du tout vrai, parce qu'en fait, la capacité d'une solution IA de quelque part intégrer des contraintes de domaine, ça veut dire des connaissances du domaine, soit qui viennent de la pratique ou de la biologie ou d'autres domaines, aura comme résultat de les faire plus robustes, plus reproductibles, plus faciles à adopter et encore plus explicables. Donc, en fait, il faut vraiment ce n'est pas juste une question de données. Les approches data-driven qui l'IA aujourd'hui adopte apportent énormément d'informations, mais si on arrive à combiner ces approches IA avec des connaissances domaine qui viennent de l'expertise médicale à l'intérieur des réseaux ou des algorithmes d'apprentissage statistique, à mon avis, on aura de meilleurs résultats. Évidemment, on parle beaucoup de la qualité de la donnée et de l'accès à la donnée. Donc, en fait, ce n'est pas juste une question d'avoir beaucoup de données. Souvent, beaucoup de données, ça veut dire données de mauvaise qualité. Ce qui est important, c'est d'avoir accès à des données de façon continue. Ça veut dire, en fait, en pratique, en clinique, mais aussi des données qu'on appelle des données contextualisées avec des bonnes pratiques. Si vous avez un algorithme qui, à l'entrée, a des données qui sont discordantes, ça va être un peu complexe pour l'algorithme de faire lui-même le choix. Et en fait, il va essayer d'apprendre quelque chose de moyen, et souvent, ça ne suffira pas pour résoudre vos problèmes. Et bien évidemment, aujourd'hui, malheureusement, comme tout le monde pense qu'il peut devenir radiologue, parce qu'il est capable de développer une solution IA pour résoudre une question d'un radiologue,
aussi, aujourd'hui, tout le monde pense qu'il peut devenir expert en IA. Donc, on avait 0 expert en IA aux années 2010. Bah, vers 2015, on avait pas mal des experts en Big Data. Donc, ouais. Aujourd'hui, en fait, le nombre des experts en IA est en train de grossir en fait, de façon exponentielle. Chaque problème est différent et chaque problème, en fait, est une solution qui est différente. Donc, la capacité d'avoir en face de vous quelqu'un qui maîtrise la totalité du domaine, il sait bien quels sont les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de l'apprentissage standard, statistique ou symbolique, peut vous aider en fait à définir une solution qui fonctionnera mieux et répondra à votre question. Et avec ça, je vais arrêter et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Nikos, pour cette présentation. Une première question dans le chat. Excellente conclusion, merci beaucoup, c'est vrai. Une première question dans le chat demande, avez-vous regardé, je pense qu'on est sur le départ, le premier exemple que tu donnes sur la performance sur l'histologie, avez-vous regardé la différence des performances en fonction du type de cancer du sein par rapport aux mutations, comme les triples négatifs versus les autres? En fait, cette étude-là, c'était question de cancer triple négatif, parce qu'en fait, c'est les cancers les plus complexes à traiter. Mais effectivement, je pense qu'il faut regarder la différence par rapport aux autres phénotypages de cancer, mais cette étude-là est spécifique sur le cancer triple négatif. OK. Donc, la réponse, c'est qu'elle n'a pas regardé parce qu'en fait, c'était tous les mêmes. C'était déjà ciblé. Alors, moi, j'ai une question qui est en attendant une autre question du public. Dans la planification de projet, ce que je retiens sur un de tes exemples, c'est qu'il y a l'échantillon d'apprentissage avec plus de 600 données, 600 échantillons, puis après, au fur et à mesure, on a besoin de moins d'échantillons, bien évidemment. Donc, dans la planification d'un projet, est-ce que vous avez une approche d'identification du nombre d'images nécessaires pour pouvoir arriver à atteindre un niveau de performance? Ouais, en fait, ça dépend beaucoup du projet lui-même. Et là, je pense que c'est important d'échanger avec les cliniciens parce qu'en fait, si la variabilité clinique est très élevée, ça veut dire en fait, si les cliniciens nous disent, mais regardez, c'est un problème où quelque part on maîtrise et on voit plus ou moins des choses qui sont très similaires, souvent, le nombre de données qui est nécessaire est bien moins élevé qu'un projet où il a vraiment une variabilité clinique très importante. Pour faire l'analogie, si notre objectif, c'était de regarder à la fois la totalité des cancers du sang, en fait, probablement 800 données ou 600 données n'est pas du tout suffisant. Par contre, si votre objectif, c'est de dire je vais me focaliser sur les cancers du sang triple négatif, donc en fait, c'est une autre histoire parce que vous avez déjà délimité. Donc, en général, à partir de quelques centaines, on commence à avoir une idée sur la performance parce qu'on regarde l'écart entre validation et test. Mais je dis qu'on peut faire des projets en apprentissage standard ou apprentissage profond avec 2 à 300 cas. Il y a des cas en fait, où on peut aller à quelques milliers parce qu'en fait, la variabilité clinique est très importante. Donc, le plus d'incertitudes que vous avez sur votre problème, ça veut dire le plus complexe que votre problème à résoudre, en général, c'est lié avec le nombre de données que vous auriez besoin pour arriver à avoir un apprentissage proprement. Okay. Donc, quelques centaines de cas à quelques milliers en fonction de la complexité. OK. Alors, je n'ai pas d'autres questions qui sont dans le public. On est 100 personnes connectées. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions sur cette présentation et sur cet éclairage que nous a apporté Nikos? Je ne vois pas de main levée. Mais Nikos, c'était très clair. Parfait, merci beaucoup. Ben, écoutez, je vous remercie et puis beaucoup. Et puis, on se retrouve à 15h20 pour la suite de la session.